On passe donc directement à la 7e communication, le diabète néonatal à l'hôpital d'enfants de Rabat à propos de 20 cas, présenté par Dr Saidi. Chers maîtres, chère audience, permettez-moi de vous présenter en ce jour les résultats de mon travail à propos du profil épidémiologique et clinique du diabète néonatal à l'hôpital d'enfants de Rabat, donc à propos d'une série de 20 cas. Donc, comme introduction, le diabète néonatal est une entité très rare et assez méconnue par les pédiatres et les médecins en général. Donc, il s'agit d'une hyperglycémie persistante et insulinodépendante qui survient dans les 6 premiers mois de la vie. Donc, c'est une insulinopénie secondaire à une anomalie de développement des cellules pancréatiques, un dysfonctionnement ou bien une diminution de la masse des cellules pancréatiques B. Donc, le tableau clinique est très variable et il existe 2 formes principales de diabète néonatal. Donc, on a le diabète néonatal transitoire. C'est un diabète qui est spontanément résolutif avec possibilité d'arrêter l'insulinothérapie généralement vers l'âge de 1 an à 18 mois et avec un risque accru de récidive à l'âge de la puberté au moment ou bien à l'âge adulte. Donc on a le diabète néonatal permanent, c'est un diabète néonatal sans période de rémission et qui nécessite un traitement à vie. Donc pour les matériels et méthodes, il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive sur une période de 12 ans, donc qui s'étale de janvier 2006 au janvier 2018. D'ailleurs, c'est la dernière année qu'on a eu un diabète néonatal. Donc, ils ont été inclus dans cette étude les patients qui ont été hospitalisés et suivis à l'unité de diabétologie pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Rabat, service P2, et dont le diagnostic du diabète a été fait avant l'âge de 6 mois. Et donc, l'étude a porté sur 20 cas de diabète néonatal. Donc, pour les résultats, on commence par le profil clinico-biologique des malades. Donc, au cours de la période d'étude, il y avait 2100 nouveaux diabétiques hospitalisés ou suivis au service, dont 20 cas de diabète néonatal diagnostiqués avant l'âge de 6 mois, donc soit une fréquence de 0,89%. 18 cas de diabète néonatal étaient permanents et 2 cas de diabète néonatal étaient transitoires. Donc il y avait une légère prédominance masculine avec un sexe ratio 1,2. Donc 55% des garçons et 47% étaient des filles. Donc la consanguinité a été retrouvée dans plus de la moitié des cas. L'âge moyen au moment du diagnostic était de 2,2 mois, donc avec des extrêmes de 1 jour à 6 mois. Donc les circonstances découvertes étaient très variables, donc 70% des cas étaient en DAC au moment du diagnostic. Le délai entre le début des symptômes et le diagnostic de diabète néonatal varie entre 0 et 24 jours, mais avec une moyenne de 10 jours. Le RCU a été retrouvé dans 31% des cas, et le tableau clinique était très polymorphe, surtout au moment du diagnostic. Il y avait des cas de vomissement, polyurie, déshydratation, convulsions et coma. Donc ici, on a la répartition des patients de notre série en fonction des signes fonctionnels et physiques au moment du diagnostic. Donc la déshydratation et les vomissements étaient les maîtres symptômes. Donc 40% de nos malades de la série ont été admis dans un tableau de déshydratation-vomissement. 30% des nourrissons avaient une polyurie, tandis que 20% uniquement avaient une polydipsie, une perte ou stagnation pondérale. Donc, au cours de cette étude, on a retrouvé quand même 3 formes de diabète néonatal syndromique. Donc, on a le syndrome de Wolcott-Rallison, donc chez 3 malades. Donc, le diabète néonatal a été associé à une dysplasie osseuse puis une insuffisance rénale chronique chez un patient, associé à une hypothyroïdie, des épisodes récurrents d'ictère cholestatique avec insuffisance hépatocellulaire aiguë, un retard psychomoteur chez 2 malades, et un diabète néonatal qui a été associé à une dysplasie osseuse et une hépatite fulminante chez le patient numéro 10. Donc pour le profil paraclinique, sur le plan biologique, la glycémie moyenne au moment du diagnostic était de 5 grammes par litre. Donc l'hémoglobine glyquée au moment du diagnostic était supérieure à 6%, dans 46% des cas. Au moment du diagnostic, on a une insuffisance rénale fonctionnelle chez 26% des malades et une hypercalémie dans 40% des cas. Donc le peptide C qui a été bas dans 53% des cas. Le bilan thyroïdien et les anticorps antitransglutaminases demandés systématiquement chez tous les malades de la série, ils étaient négatifs chez tous les malades. Pour la radiographie osseuse, il était normal chez 13 de nos malades, donc il était en faveur d'une dysplasie osseuse dans 2 cas qui ont eu un diabète néonatal syndromique, notamment le syndrome de Wolcott-Rallison. Donc pour l'imagerie pancréatique, elle a été faite systématiquement chez tous les malades de la série. Elle a montré une hypoplasie pancréatique chez un malade et une agénésie complète chez un deuxième malade. Donc pour le profil génétique, tous les patients ont bénéficié d'une étude génétique. Donc les étiologies génétiques, elles étaient dominées dans la série par les mutations du gène de l'insuline, qui représentent 40% de l'ensemble des cas. Il y avait également des mutations qui sont rares et qui étaient responsables de diabète néonatal syndromique, notamment les mutations du gène EIF2AK3, qui était responsable du syndrome de Wolcott-Rallison. Il y avait également des mutations très rares chez les patients 19 et 20, donc qui ont une hypoplasie, une agénésie pancréatique, en rapport avec des mutations récessives rares. Donc ici, on a les différentes mutations qui sont retrouvées chez les différentes malades de la série et qui ont été dominées par les mutations du gène de l'insuline. Donc pour les traitements, donc 14 patients, soit
93 patients de nos malades étaient sous schéma conventionnel d'insulinothérapie. Donc un seul patient qui avait les moyens et qui a démarré initialement une pompe à l'insuline externe. Les besoins initiaux en insuline étaient de 0,8 unités internationales par jour. Donc, mais on a remarqué que chez les patients qui ont eu une mutation du gène de l'insuline, les besoins en insuline étaient plus élevés. Et on a démarré par 1,2 unités internationales kilo par jour. Donc, pour le profil évolutif des malades, donc, on a fait une évolution après 5 ans du diagnostic. Donc, les complications elles étaient dominées par les comorbidités associées au diabète néonatal, notamment les hypoglycémies et les DAC. Donc, on n'a eu aucune complication dégénérative du diabète qui a été reportée. On a une hypothyroïdie qui était apparue chez 2 patients, une épilepsie type syndrome de West chez un malade qui avait un diabète syndromique. Donc, on a vu la rémission et l'arrêt définitif de l'insuline chez 2 malades qui ont eu un diabète néonatal. Merci de passer à la conclusion, s'il vous plaît. D'accord. Donc, on tient à signaler que notre étude était la 5e étude dans le monde arabe. Donc, après l'Arabie Saoudite et la Jordanie, etc. Donc, on a noté une nette prédominance de l'atteinte génétique dans notre contexte parce qu'on avait beaucoup de mariages consanguins. Donc, comme tous les études, le RCE était prédominant chez tous les malades, notant l'importance de l'insuline dans la croissance intra-utérine. Et donc, en conclusion, le diabète néonatal survient chez les nourrissons au cours de leurs premiers jours de la vie et se manifeste le plus souvent par une hyperglycémie et une glucosurie. Donc, le diagnostic du diabète néonatal reste encore méconnu et passe en dernier devant le polymorphisme clinique, surtout dans la partie de la vie néonatale. Donc, 2 entités sont importantes à décrire, le diabète néonatal persistant et le diabète néonatal transitoire. Donc, nécessité d'un traitement et d'un suivi rapproché car risque accru de complications. Merci pour votre attention. Merci pour cette excellente présentation.